Salut Paul. Salut François. Bon, bienvenue à toutes et tous pour ce numéro 2 de l'émission À bâton rompu. Bon, alors on commence par vous dire qu'on a pris un petit peu de temps pour enchaîner après la première émission, mais vous savez ce qu'est la vie, voilà, on travaille, on est une toute petite équipe avec notre ami Robin qui est juste là derrière la caméra. Salut Robin. Et comme vous tous, on a une vie professionnelle, une vie personnelle, et donc voilà, on n'a pas pu enchaîner aussi vite qu'on le voudrait, mais on vous promet, on revient très vite pour le numéro 3. Mais avant ça, le numéro 2, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, il me semble, depuis la dernière fois. Ouais, un paquet de choses. Et dans ce tumulte, cette accélération de la situation, on s'est arrêté avec François, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, sur cette petite musique qui revient, cette vieille musique, cette injonction à l'unité. Et on voit tous les regards de tous ces braves gens, ces braves messieurs qui ressurgissent sur la scène, qui se tournent vers nous et qui nous somment de les rejoindre. Il y a en revanche un fait incontestable, c'est la montée de l'extrême droite. Elle progresse partout, elle s'empare du pouvoir au Brésil avec l'élection de Bolsonaro, mais aussi en Europe. C'était le cas en Allemagne. Par exemple, on a vu les élections régionales qui ont eu lieu en Bavière et en Hesse, je crois, ces dernières semaines, et qui ont montré une installation assez haute de l'extrême droite. Mais est-ce que c'est ça le phénomène principal quand même qu'il faut noter de ces différentes élections, de celle-là et de celles qui ont précédé? En tout cas, moi je crois que c'est un fait absolument massif. L'Italie, pour compléter le paysage aussi, où elle est là, elle prend le pouvoir. Mais moi ce qui m'interroge, c'est comment l'extrême droite arrive au pouvoir, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Et les conditions sont similaires au Brésil, en Italie, en Allemagne. C'est ce qu'on appelle des gouvernements, même s'ils ont des formes différentes, en tout cas de grandes coalitions ou des moments où on voit les identités politiques se diluer et des coalitions étranges, hétéroclites se former. Enfin, de grandes coalitions, mais de grandes coalitions qui ne fonctionnent plus. C'est quand même ça qui est la réalité aujourd'hui. Les grandes coalitions, c'était quand même la réponse que le système a apportée à la fin et l'agonie du système de l'alternance entre la social-démocratie d'un côté et la démocratie chrétienne de l'autre. Et on a vu apparaître dans les années 2010 ces formes de gouvernement de grandes coalitions qui sont devenues la règle en Europe. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que ces gouvernements ne permettent plus de dégager des majorités. Mais c'est même pas qu'ils permettent plus de dégager des majorités. On l'a vu dans l'Allemagne, des élections régionales font que les partis, le SPD et la CSU-CDU s'effondrent en Bavière et en Hesse. Ça fait qu'il n'y a pas de majorité simple et claire qui se dégage et de possibilités de grande coalition même au niveau régional, mais ça impacte au niveau fédéral, ce qui fait que la grande coalition de Mme Merkel, qui avait eu tant de mal à émerger, est prête aujourd'hui à voler en éclats. Mais ce que je crois, c'est que ces gouvernements-là, aujourd'hui, et ces blocages-là, ils sont un phénomène conscient de la part du peuple. Les gens, aujourd'hui, ne sont plus prêts à déléguer leur souveraineté et ils créent ces blocages institutionnels, ils créent ces blocages démocratiques parce qu'ils ne veulent plus des uns et des autres. Ouais, on le voit même aux États-Unis où les midterms viennent de rééquilibrer d'un certain point de vue l'appareil institutionnel américain, peut-être aussi pour entraver les possibilités de Donald Trump. En tout cas, ces dispositifs qui bloquent les situations politiques, souvent ils s'accompagnent de politiques néolibérales. Au Brésil, ça a été le cas, en Italie, en Allemagne, c'est clair, sous l'égide d'Angela Merkel. Et c'est ce double contexte politique, économique, ce contexte démocratique et institutionnel qui est le terreau le plus favorable à la montée de l'extrême droite. Ce sont les néolibéraux aujourd'hui qui préparent le terrain de l'extrême droite. D'où le paradoxe aujourd'hui qui est celui de cette forme de revendication de l'unité par les uns et par les autres qui au final ne fait que renforcer l'extrême droite. Parce qu'une unité qui se ferait sur quel terreau, sur quel ferment? Celui du rejet de l'extrême droite, très bien, mais d'un point de vue idéologique, elle se ferait sur quelle base? Sinon, le sens commun de la période, qui reste aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le sens commun néolibéral. Et donc aujourd'hui, cette unité, si elle devait avoir lieu, se prolongerait sur la base de l'existant, et l'existant est justement ce qui nourrit la montée des extrêmes droites en Europe et ailleurs. Donc il y a là un hiatus dont il va falloir se défaire. En tout cas, c'est en cela que la stratégie de M. Macron est un problème qui nous est posé, pas politiquement parce que nous sommes des adversaires de M. Macron, qui est posé au pays. La stratégie de M. Macron de la demande de l'unité, de se regrouper derrière lui pour faire face à l'extrême droite, au Rassemblement national en France ou au Salvini et Orban en Europe, est un piège qui se referme sur l'ensemble de la population française. Un piège que participent à tendre d'autres à la gauche de M. Macron, et d'ailleurs qui se revendiquent de la gauche, qui considèrent qu'aujourd'hui la gauche devrait se retrouver dans cet appel à l'unité, au front uni. Ce front uni, on l'a dit, il a aujourd'hui en vérité la forme d'une grande coalition. L'unité, elle tend
vers la grande coalition? Où s'arrête le front uni que nous proposent tous ces personnages qui reviennent sur le devant de la scène et qui nous somment de faire l'unité? Sur le plan du contenu, encore une fois, rien ne nous indique qu'il nous séparerait de Macron et donc de la prolongation du pire, de ce qui, on l'a dit aussi, prépare en vérité l'avènement de l'extrême droite. Mais en termes d'efficacité, même quel sens aurait un front uni assez traditionnel? Un front uni, on appelait ça à gauche, c'est ce qu'on a connu à plusieurs reprises dans l'histoire, ça a été théorisé, mais aujourd'hui, quel serait le débouché d'un front uni quand on sait que la gauche, si je regarde le sondage qui est sorti en fin de semaine dernière, le sondage IFOP, qui donnait la gauche en dessous de 30%, la gauche toute mouillée, hein. Pour le coup, là on ne prend pas de gants, mais tout le monde là-dedans, et c'est en dessous de 30%. Historiquement extrêmement. C'est un étiage extrêmement bas, on est en dessous de 10 points encore par rapport à même ce qu'était le total gauche au moment de l'élection de François Hollande, et on était autour de 45% quand François Mitterrand prenait le pouvoir. Donc on voit bien qu'il y a là rien qui permette de faire le saut, la bascule pour créer une majorité dans les urnes. Il y a quelque chose qui est épuisé, alors que ce qui s'affirme semble être une volonté de rupture. Cette volonté de rupture, on la sent d'abord parce que les événements eux-mêmes l'imposent. La catastrophe écologique, elle impose de rompre tout de suite, maintenant. Il n'est plus possible d'attendre avec le modèle de production, de consommation, avec notre organisation économique et sociale. La rupture, elle est imposée par l'épuisement des traités européens qui ont appauvri les peuples, qui ont détruit nos démocraties et mis sous une camisole la souveraineté populaire. Donc la rupture, on la sent. Et on la sent aussi ici, en France, avec le rejet des organisations politiques qui continuent de s'affirmer. On le voit dans les enquêtes d'opinion, elles montrent que ceux qui ne se reconnaissent dans aucune formation politique sont aujourd'hui quasiment majoritaires dans le pays. C'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est avec eux qu'il faut sans doute construire un débouché à la période. Oui, parce que ça n'a pas de sens de se replier sur l'existant. L'existant en soi, la vieille gauche n'a pas de capacité dynamique et propulsive en soi. Voilà. Donc il faut aller la chercher là où elle existe. Et elle existe où? Dans le peuple. Donc là où il faut créer ces ruptures, voilà, que tu appelles de tes voeux, ces ruptures et aussi cette capacité à chevaucher les demandes populaires qui s'expriment. Elles existent hein, dans la situation aujourd'hui, on en a plusieurs exemples. Par exemple le 17 novembre. Ouais, 17 novembre, les Gilets jaunes qui appellent à se mobiliser, à bloquer le pays, c'est une vieille revendication là encore, mais elle est très intéressante cette mobilisation. Elle fait débat, hein, regardons les choses en face. Tous n'ont pas la même appréciation sur d'abord ce qu'elle exprime politiquement, cette manifestation. Des copains ont expertisé la chose. Elle est souvent caricaturée, décrite comme pilotée, instrumentalisée par l'extrême droite, cette mobilisation du 7 novembre. Quand on regarde qui sont les initiateurs, ils ne sont pas des militants d'extrême droite. Bien souvent, d'ailleurs, ils partagent même des contenus insoumis. Ils ne sont pas insoumis, mais on voit que politiquement, ils ont un propos qui est un propos d'ailleurs qui renvoie à l'intérêt général, qui condamne la politique de Macron dans sa globalité et pas uniquement la hausse des carburants. Oui, mais quand bien même elle serait instrumentalisée par l'extrême droite, la question est, est-ce que la colère qui préside à cette volonté de mobilisation, est-ce que cette colère-là est légitime? Est-ce qu'elle repose sur quelque chose de réel, sur un sentiment collectif chez les gens qu'à un moment donné ils sont les vaches à lait d'un pouvoir qui engraisse ses amis les plus fortunés et qui vient leur taper dans le portefeuille sous prétexte, parce que ce n'est qu'un prétexte de transition écologique et sans mettre en place les outils nécessaires justement à ce grand basculement, à cette planification écologique que nous appelons de nos voeux parce que nous savons que tout ça s'organise, finalement qui vient déliter leur quotidien pour servir toujours les mêmes. Est-ce que cette colère-là est légitime? Ma réponse à moi est oui. Et je refuse d'abandonner ce terrain-là, cette colère-là, ce sentiment populaire-là et cette volonté populaire qui pourrait peut-être s'en dégager. Je refuse de les abandonner à l'extrême droite. Parce que ça, c'est le renoncement et surtout, c'est source de grands dangers et de grands maux pour demain. Donc dans cette période de confusion, premier élément, continuer à aller vers le peuple, à être parmi lui, à l'accompagner dans ses mobilisations. Notre rôle, et à mon sens, à s'inscrire dans ces mobilisations bien sûr, complètement. Bien sûr, notre rôle n'est pas d'indiquer quelle direction il faudrait prendre. D'ailleurs, pour le coup, les gens la prennent eux-mêmes, la direction, et s'auto-organisent. C'est un événement d'un certain point de vue à cette échelle de voir une mobilisation si forte se mettre en place. Être avec le peuple. Deuxième, à mon avis, remède à cette période de confusion, demeurer en extériorité de ce paysage de dilution que Macron et d'autres, à d'autres niveaux en Europe, sont en train d'installer. Être en extériorité, d'abord sur le plan idéologique.
sur le plan programmatique, continuer à représenter, à incarner une alternative complète à ce monde pourri qui est en train de s'effondrer. L'échéance des élections européennes nous appelle, exige que nous ayons un propos de rupture avec les traités européens. Un plan A de désobéissance et un plan B qui assume une sortie multilatérale avec d'autres pour construire d'autres solidarités. Mais soyons dans la rupture avec le modèle productiviste, je le disais tout à l'heure. Et puis soyons en extériorité avec un soutien permanent, celui du mouvement, celui de nos députés, aux luttes à ceux qui se battent dans le pays. Il faut avoir un pied dans les institutions, notre groupe parlementaire le fait admirablement, mais aussi un pied à l'extérieur. Le temps n'est pas qu'institutionnel. Il y a besoin d'être en prise avec la situation. On se tromperait si on pensait que les gens ont en tête aujourd'hui qu'on peut changer les choses durablement uniquement par le biais institutionnel. Ils ont bien compris que ce n'est pas possible, ni dans le régime parlementaire pourri et agonisant de la Ve République que nous connaissons en France, ni par le biais des élections européennes que nous aurons dans quelques mois. Les gens savent très bien que ces élections européennes ne dessineront pas une nouvelle carte politique et ne permettront pas des changements de direction politique. Par contre, elles peuvent être un point d'étape pour construire des choses, pour le moment venu jouer la grande bascule, et nous savons que le moment de la grande bascule en France, c'est l'élection présidentielle, toujours, et la prochaine c'est 2022. C'est ça, on a en vérité un peu de temps devant nous, même si la situation se dégrade, même si l'extrême droite progresse, l'élection européenne qui a lieu dans quelques mois n'est pas une occasion pour elle de prendre le pouvoir dans le pays. Ceux qui agitent cette peur pour nous sommer à adopter des positions politiques qui seraient des positions de confusion et d'affaiblissement de notre camp ne sont pas dans un rapport objectif à la situation telle qu'elle se présente. Voilà. Peut-être une dernière voie. Je la soumets, celles et ceux qui nous suivent savent que ça me tient à cœur. Ce que je crois, c'est que il faut toujours avoir en tête et essayer de diagnostiquer ce qui est premier dans la tête des gens. Il y a toujours une forme de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut alimenter la machine avec des propositions et être en capacité d'imposer des ruptures dans l'ordre social écologique. Mais aujourd'hui, c'est sur le plan démocratique que les choses sont d'abord posées. Toutes celles et ceux qu'on irait voir en leur disant « demain on vous promet une Europe plus sociale, plus écologique », nous renverraient dans nos chaumières en nous disant « mais vous rigolez, on sait très bien que tout ça on ne pourra pas le changer ». Autrement dit, il faut que les gens sentent qui sont en capacité de reprendre leur liberté de choix, leur liberté de décision, ce que moi j'appelle la souveraineté populaire. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont capables de décider par eux-mêmes. Et ça, on ne fera pas disparaître cette volonté extrêmement forte qui traverse le peuple par l'injonction ou par la peur qu'on veut me le faire M. Macron quand il essaie de dresser un parallèle avec les années 30. Pourquoi? Parce que dans les années 30, les États-nations avaient une volonté expansionniste justement, alors qu'aujourd'hui, la demande populaire en France, mais partout en Europe, c'est simplement celle de recouvrer sa souveraineté, sa dignité de citoyen et de pouvoir décider ce qui est bon pour soi et ce qui est bon pour tous. Eh bien, je crois que ça surplombe le débat et que la porte d'entrée, elle est là pour ensuite pouvoir dérouler le fil des propositions humanistes, émancipatrices, écologiques et sociales qui sont les nôtres. Bon, on a encore beaucoup à discuter, beaucoup à réfléchir, tous les deux, mais avec vous aussi, on a été très attentifs à vos commentaires, à vos encouragements. On vous remercie à nouveau pour les messages que vous nous avez adressés suite au premier épisode. N'hésitez pas, là encore, à nous faire part de vos remarques, à nous encourager avec les petits pouces bleus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un troisième épisode d'À bâton rompu. À bientôt, salut!